maximum de premières et de découvrir des galeries que personne n'a jamais découvertes. Alors que ce soit en plongée, en spéléo, j'essaye d'aller le plus loin possible. J'ai pas l'impression d'être un explorateur parce que c'est quand même un monde évidemment fermé. Et la plupart du temps, le grand public ne comprend pas du tout et regarde souvent la spéléo avec dédain. Et je pense pas qu'on puisse se faire appeler explorateur en découvrant des galeries ou des siphons. Malheureusement, à chaque plongée, je n'ai pas forcément l'occasion de faire la première. Lorsqu'on explore une galerie où le sol est plein d'argile, avec les palmes, on soulève l'argile et l'eau dans la galerie est complètement troublée. Lorsque l'eau se trouble trop au même endroit, il faut chercher d'abord à tâtons la suite de la galerie. Et si on a vraiment du mal à trouver, ou si on ne trouve rien du tout, si les mains tapent sans arrêt soit un plafond, soit le sol ou les parois de la galerie, et qu'il n'y ait aucun vide, aucune suite, alors il faut faire demi-tour et rentrer grâce au fil d'Ariane que l'on met en cours d'exploration ou que d'autres équipes ont précédemment mis. La plongée spéléo ne représente pas pour moi un métier, car je la pratique en tant que loisir. Mon entreprise de bâtiment ne me laisse pas le temps de penser à ce que je vais faire comme sortie spéléo le dimanche. Je crois que ce qui m'attire le plus dans la spéléo plongée, c'est d'une part parce que c'est un sport violent qui me change de mon activité, de mon métier. Il faut que je puisse passer quelques heures sous terre à me défoncer, oui c'est ça. Dès qu'on aborde les régions du centre de la France, de l'Ardèche, de l'Hérault ou du Gard, on trouve de nombreux siphons à ciel ouvert. Les résurgences coulent dès l'entrée du siphon et forment des rivières en plein air.
À partir du moment où je découvre quelque chose de nouveau, une galerie vierge, un siphon vierge, pour moi c'est un bonheur très très exaltant. Et quand il y a quelques risques en plus de cette première, c'est-à-dire lorsque dans un siphon on déroule de la ficelle pour explorer le siphon, lorsqu'on plonge de plus en plus profond, ça devient de plus en plus exaltant. À partir de 60 mètres de profondeur, l'esprit s'engourdit. On a beaucoup plus de mal à faire attention à ce qui se passe autour de soi. Par exemple, on peut s'emmêler dans la ficelle, se prendre les pieds dedans, enfin, et puis être obligé de la couper pour pouvoir se démêler. Et puis, on a plus de mal à contrôler sa respiration. On peut très facilement s'essouffler et du reste sans s'en apercevoir. Le gros avantage d'utiliser le locoplongeur, c'est que quand on plonge profond, on va beaucoup plus vite, donc on fait moins d'efforts, on consomme moins d'air et à la sortie du siphon, on fait beaucoup moins de paliers. Personnellement, je trouve la plongée en profonde particulièrement excitante du fait qu'on est obligé de l'aborder en ayant un maximum de matériel, c'est-à-dire plusieurs bouteilles que l'on met sur le dos ou alors que l'on place et sur le dos et sur le ventre, un locoplongeur, une combinaison étanche, des bouteilles d'oxygène à la sortie pour les paliers. Et je ressens au fond de moi-même cet attrait pour le matériel. Les bouteilles qu'on a aux aisselles et qu'on pose en relais, c'est les bouteilles qu'on utilise en premier. Et lorsqu'elles sont à moitié vides, on les pose. Et elles serviront au retour au cas où le locoplongeur tombe en panne.
des paliers de moins 6 mètres et moins 3 mètres à l'oxygène pur. En employant l'oxygène, je reste moins longtemps au palier que si je le faisais à l'air. Et je regarde mon carnet sur lequel toutes les décompressions sont marquées, suivant les profondeurs. De gros problèmes en siphon, je ne me souviens pas en avoir eu. Cela vient du fait, je pense, que les problèmes à l'heure actuelle sont humains et non pas techniques. Celui qui veut plonger en siphon correctement emploie un matériel adéquat. À l'heure actuelle, le matériel est techniquement très au point. Les accidents en plongée sont plus humains à l'heure actuelle, c'est-à-dire des gens qui peuvent se perdre dans des galeries parce que le fil d'Ariane a cassé, parce qu'un bloc est tombé sur le fil d'Ariane et a cassé le fil d'Ariane, ou bien l'ivresse des profondeurs. C'est ce qu'il y a de plus courant comme accident actuel. Lorsqu'il y a des étroitures, bon, si derrière on a de gros réseaux, ça peut valoir le coup de décapeler et de les enlever sur le dos et puis de les remettre quand la galerie redevient large et spacieuse. Plonger seul est à la limite moins dangereux que plonger à plusieurs, contrairement à une croyance répandue. Quand on est seul, on sait exactement ce qu'on fait, alors que plonger à deux, il est très difficile de se comprendre. Il peut arriver qu'un des plongeurs se prenne dans le robinet, soit obligé de couper la ficelle et ne la raccorde pas. L'autre, arrivant derrière, voit la ficelle coupée et ne peut plus ressortir. Quand j'ai peu de matériel, je peux me permettre de le porter tout seul et de réaliser mon exploration en solo. Comme j'ai fait à la Pierre Saint-Martin, je voulais faire l'intégrale en un minimum de temps. En plongée, si j'ai trop de matériel, je suis obligé de me faire aider par des copains.
Ceci m'aide jusqu'au siphon. Plonger en fond de gouffre demande des capacités plus soutenues car lorsqu'on a descendu un gouffre de plusieurs centaines de mètres de profondeur, une fois qu'on est devant le siphon terminal, il faut se déshabiller complètement, mettre sa combine de plongée. Il y a tout le matériel à préparer et puis il faut plonger, se mettre dans l'eau froide. Si on a la chance de franchir la zone noyée, au-delà, j'essaye de faire de la première avec des cordes, tout le matériel adéquat. Il faut revenir et puis déséquiper ce que l'on a équipé et puis ressortir de la zone noyée, ressortir du gouffre. Ça demande en général des expéditions d'une vingtaine d'heures durant lesquelles on ne s'arrête pratiquement pas. On a de la mousse crue là sur le plafond, là c'est une mise en charge. Tiens, viens voir, regarde. Avant n'importe quelle plongée, personnellement je suis assez ému. J'ai toujours une crainte, même si je ne la fais pas forcément paraître. Je suis assez maniaque avec mon matériel et j'aime bien me préparer seul et m'équiper seul. Lorsque je mets mes détendeurs sur mes bouteilles, lorsque j'enfile ma combine et que j'installe sur mes bras mon profondimètre, ma montre, mon décompressimètre, je suis assez long à m'équiper car en même temps je me prépare psychologiquement. Je ne pense pas spécialement à ce que je vais trouver, à la première que je vais essayer de faire. Je pense plutôt à l'état du matériel, si tout va bien marcher et éventuellement les obstacles que je pourrais rencontrer. Dans le cadre de certaines plongées qui comportent des risques, comme des plongées profondes ou des plongées de plusieurs kilomètres, on est obligé d'aimer, pas aimer le matériel, mais on le respecte, puisqu'on ne dépend plus que de lui à partir d'une certaine limite. Sans lui, il n'est pas possible de revenir. C'est un sport qui implique que le matériel marche à 100%. Je ne pense pas aborder une plongée en ayant un sentiment de peur ou de crainte. Tout ce que je peux avoir, c'est des angoisses que j'essaye de freiner le plus possible en pensant au matériel et puis à la beauté du siphon, surtout, c'est ce qui prime avant tout. Et à faire des galeries vierges. Et je crois que l'angoisse, la peur, on l'annule
du fait même de faire de la première. Quand par bonheur je peux faire de la première, dans le siphon ou après, je pense aux gars qui sont là, qui m'attendent, qui dorment et qui vont ramener tout le matériel. Quand on s'attaque à des siphons de 4, 500, voire 1 km de long ou 2 km de long, à partir d'une certaine distance, on éprouve des émotions dues à la longueur. Je ne pense pas qu'un jour je puisse mourir de noyade. Je ne crois pas d'ailleurs que la noyade en elle-même soit une mort très, très, très douloureuse. C'est un cap qui doit être difficile à franchir, mais lorsque j'ai exploré pendant des heures des réseaux, et lorsque je suis seul, évidemment, j'évite de penser à la solitude qui m'entoure, et même j'évite carrément de m'arrêter pour manger, parce qu'à ce moment-là, je pense que je suis seul, et puis je commence même à me poser des questions, je me demande ce que je fous là, et je continue, j'explore, j'équipe, je déséquipe, et j'essaye de ne pas trop m'arrêter, puis de ne pas trop penser au fait que je sois seul. Ah, et d'ailleurs, si je suis seul, c'est pour être le plus rapide possible, donc si je commence à m'arrêter, à penser à ces choses-là. La galerie, souvent, bute sur un siphon, sur une nouvelle zone noyée. En remontant, je regarde s'il n'y a pas d'affluent, et lorsque j'en découvre un, je le remonte jusqu'à ce qu'un nouveau siphon m'arrête ou un ressaut remontant m'arrête.